cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi, lundi 14 juillet 2025. Vous êtes sur votre émission Le Monde en 52 minutes. Aujourd'hui, c'est la fête nationale de la France, mais nous, on ne parlera pas de la France, on parlera du Sénégal, de la Bosnie-Herzégovine, de l'Iran, et si le temps le permet, nous allons terminer par les États-Unis pour décrypter l'actualité ce lundi. J'ai avec moi Morgana Sokba-Metonji, consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Tati. Également avec nous, il est un acteur politique. Lui, c'est Mathieu Avlessi. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Mes amitiés à Morgane, ça fait longtemps, c'est vu. Ah oui, c'est lui qui nous a faussé compagnie. Hein. Ah, c'est un honneur. Tout de suite, nous nous rendons du côté du Sénégal. Lors d'une réunion du parti, Ousmane Sonko s'en est pris à Diomaye Faye. Le Premier ministre sort des segons et tire à boulet rouge. D'accord. Déjà, la métaphore me fait déjà... Voilà quoi, je vois l'image. Mais est-ce que c'est jusqu'à cette instance, je me pose la question. Parce que quand j'essaye de voir un peu les propos qu'il a tenus, du moins ce qu'on nous a servi, c'est pas encore des boulets, c'est même pas encore un tir, mais il y a quand même une interpellation. Il y a une interpellation. Il y a un appel, pour ne pas dire un rappel, certainement, de la part du Premier ministre Ousmane Sonko, que la dynamique dans laquelle il a désigné Diomaye Faye comme candidat et pour qu'il fasse un travail, qu'il semble, en tant que président aujourd'hui, s'éloigner de cette dynamique, de cette rigueur, de ce caractère strict que Ousmane Sonko lui-même impose dans ses propos et dans ses actions. Il a une rigueur et une... je vais dire, est-ce que c'est juste de la rigueur? C'est qu'il s'en tient à ce qui a été convenu, alors que quand vous vous retrouvez dans la peau de chef d'État, vous n'êtes plus... vous n'appartenez pas à une obédience politique. Vous devenez le président de tous les Sénégalais. Ce qui fait que votre position ne peut plus forcément être la position du parti politique dès que vous êtes président. Et c'est certainement cette dynamique que le Premier ministre Ousmane Sonko ne comprend pas. Il ne comprend pas le silence du président Diomaye Faye face à certaines interventions des autres acteurs politiques ou même de la société civile, de cette tendance à ne pas réagir automatiquement et avec rigueur stricte. Et ça, d'un point de vue d'observateur, moi je comprends cette posture qui est naturellement la posture du président. Du parti? Non, pas du parti. Ousmane Sonko veut que la posture du parti s'impose au Sénégal. Oui, mais le parti n'est pas... Le PASTEF n'est pas au-dessus de l'homme président. A priori, mais quand vous regardez comment est-ce que Diomaye Faye est devenu président, il y a quand même un aspect qu'on ne peut pas retirer à cette histoire. Et là, maintenant, nous sommes certainement en train de nous rapprocher doucement, mais sérieusement et avec sûreté, à un point où il va falloir redéfinir les bases, savoir qui est réellement président. C'est Faye? Et... Qui est Premier ministre? Non, c'est Sonko. Alors, je me retourne vers vous. Vous, hein, M. Avlessi, qui êtes quand même un acteur politique. Oui, le Premier ministre, c'est normal qu'il s'en prenne aux adversaires politiques, mais s'en prendre
au président, à l'institution, qui est Diomaye Faye, est-ce que c'est pas tôt? Tôt, certes, parce que mais ça se justifie en vue de la posture des deux individus. Les deux individus, l'un est président du parti, l'autre est membre du parti. Le membre du parti est devenu président de la République, désigné par le président du parti. Et voyez-vous, tous ces éléments mis bout à bout amènent Sonko à se comporter un peu comme s'il était encore président de Faye. Vous avez vu, Faye aussi au départ, difficilement, il appelait pas son nom, il appelait président. Et c'est compliqué. Chacun se met dans une peau donnée. Mais je pense que Sonko devrait pouvoir retenir ses ardeurs. Sinon, ça pourrait se jouer contre eux. Se jouer contre lui. Contre eux parce que ce serait le parti. Et le parti, c'est aussi le parti de Diomaye. Ça peut se jouer contre eux, mais particulièrement contre Sonko. Ce qu'on n'aurait pas souhaité parce que les gens prennent ça pour exemple aujourd'hui dans la sous-région en Afrique pour dire voilà des jeunes qui se sont mis ensemble et qui s'entendent pour gérer l'État. Non, moi j'aurais souhaité que oui, la dernière fois tu le disais tout à l'heure, qu'ils se permettent ce qui se permet là. Et qu'ils n'aillent même pas accueillir son président qui revenait. Ça, il en fait déjà un peu trop. Et donc ici, on a des conseils à lui donner. C'est revoir ses cartes, c'est se remettre dans sa peau de Premier ministre. Il ne faut pas qu'il se dise président du PASTEF, président du parti. Au niveau du parti, l'autre va l'appeler président. Et c'est ça, il faut qu'il voit un peu la différence. Au niveau du parti, président. Au niveau ici, lui, au gouvernement, lui dit président à l'autre. C'est un mélange, c'est une salade difficile à manger. Alors, Morgane, lorsque le Premier ministre déclare que le Sénégal n'a pas de problème majeur, hormis un problème d'autorité, et ajoute même l'absence d'autorité, que devons-nous comprendre? Oui, il faut comprendre simplement, comme mon cher co-débatteur Mathieu Ablessi l'a dit, il faut ajouter, la salade elle est difficile, donc il faut y mettre un peu du vinaigre. Pourquoi? Parce que Ousmane Sonko, le Premier ministre, est reconnu comme quelqu'un ayant une forte autorité. Une forte autorité. D'où la connotation de rigueur qui lui a permis d'être cet acteur politique imperturbable dans sa façon d'opérer, qui a causé suffisamment de casse-tête à l'équipe sortante, l'équipe de l'ancien président Macky Sall. Mais aujourd'hui, il est aux affaires. Mais il n'est pas aux affaires à la place qu'il aurait souhaité ou à la place qu'il visait. Alors que dans sa position, sa façon de gérer ce qu'il a prévu pour le Sénégal et qui lui a permis de désigner Diomaye Faye comme le candidat pour lequel il faille voter, n'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il a voulu et il a souhaité redresser le Sénégal en un temps record. Et ça, et quand il parle de redresser le Sénégal, il parle d'une certaine rigueur avec tout ce qui est système judiciaire, il parle d'une certaine rigueur avec tout ce qui est détournement de fonds, il parle d'une accélération qui, naturellement, dans un système démocratique, ne peut pas se faire. Un système purement démocratique ne peut pas connaître une certaine accélération parce que les choses doivent prendre du temps. Mais on se retrouve ici dans un système démocratique avec un chef d'État qui ne veut pas apporter cette énergie de plus que le Premier ministre Ousmane Sonko pensait apporter. Parfois... Oui, mais la gestion du pouvoir est tout autre chose. Oui, oui. On juge le maçon au pied du mur, dit-on généralement. Aujourd'hui, Diomaye Faye est un maçon qu'on est en train de juger au pied du mur. Donc, il se dit certainement, ce que je croyais à l'exercice, c'est pas ça. Mais c'est justement ce qui pose le problème au Premier ministre Ousmane Sonko. Le Premier ministre Ousmane Sonko estime qu'en étant président, Diomaye a le pouvoir d'exercer une certaine autorité qui pourrait faciliter l'atteinte de leurs objectifs. Et c'est là où je me pose la question aujourd'hui de savoir quel était le deal de départ Diomaye Faye et Sonko. Si le deal était de suivre strictement les directives du parti PASTEF,
qui est incarné par la personne d'Ousmane Sonko, et que Diomaye Faye aujourd'hui se retrouve dans une position qui ne lui permet pas de suivre strictement cela, il y a un problème et Ousmane Sonko a raison lorsqu'il s'exprime de cette façon. Maintenant, sa raison se fonde sur peut-être le deal, mais quand vous regardez la pratique de la gestion de la chose publique, vous comprenez aussi que Diomaye Faye a aussi raison dans sa façon de faire. Maintenant, la question c'est, qui aura raison sur toute la ligne? Sur toute la ligne. Alors, je me retourne vers vous. Vous qui êtes acteur politique, hein, sur ce plateau, je continue de le marteler. Merci. Pour certains, le Premier ministre n'arrive pas à faire le distinguo entre le militant président et l'institution qu'incarne aujourd'hui Diomaye Faye. Et de l'autre côté, la presse sénégalaise estime déjà qu'on entrevoit déjà des frictions entre les deux hommes. Ça s'entend parce que les deux n'ont pas les mêmes parcours politiques. Les deux n'ont pas les mêmes étoffes politiques. Et c'est ça aussi le problème de base qui se pose entre eux. Celui-ci s'est forgé une carapace politique, prévoyant être président de la République avec une gestion donnée. Quel que soit le deal qu'ils auraient, l'un n'est pas l'autre. Et l'autre n'est pas l'un. Bon. Donc, dans ce contexte, ce n'est pas une question de deal, c'est une question de personnalité. La personnalité de Faye, ce n'est pas la personnalité de Sonko. Et c'est ça aujourd'hui qu'exprime Sonko en tant qu'acteur politique de la grande route. Et ça, je crois, on revient sur ça pour dire, ils ont de raisons de travailler, à être ensemble. Seulement, c'est toujours difficile. Hein? On ne peut pas gouverner à deux. Il ne peut pas avoir gouvernance à deux. C'est deux idées qui vont s'affronter tout le temps. Ça finira par emporter quelqu'un parmi eux. Et celui qui est plus fort finira par phagocyter l'autre s'il doit pouvoir se dire « moi je suis politique ». L'autre n'a pas l'étoffe. On a vu au départ déjà, Diomaye est venu très fébrile. Il ne connaissait pas l'environnement politique. Il est en train d'apprendre. Au même moment, il doit se dire comment fonctionne l'État. Ce qui n'est pas le cas de l'autre qui dit « je veux que ça fonctionne comme ceci ». Mais dans la pratique, il y a des échanges, des niveaux d'échange où se trouve Faye, où il ne rapporte pas tout à Sonko, il ne peut pas. Exactement. Il ne peut pas tout lui dire. Parce que c'est lui le président. Parce que c'est lui le président. Ah oui. Il ne peut pas tout lui dire. Donc, il ne peut pas avoir de deal qui marche. Il n'y a jamais eu de deal qui marche. On a eu ici, dans ce pays, les trois qui ont pensé gérer de façon tournante. Ça n'a pas marché. Donc, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de question à se poser. Si Sonko ne se met pas dans la posture de dire attention, je vais le laisser gérer. J'attends de voir et puis je note les dysfonctions sur lesquelles on doit pouvoir travailler. Mais je vais pouvoir travailler pour me repositionner plus tard. Et qu'il veut gérer comme il avait géré face au parti de Macky Sall. L'autre finira par le phagocyter. Alors pour sortir de ce sujet sénégalais, est-ce que le ras-le-bol de Sonko n'est pas dû au fait qu'il s'est finalement rendu compte que le président Diomaye Faye n'est pas manipulable? Non, ce n'est pas une question de manipulation et je rejoins aussi l'aspect idiosyncrasie du leader qui impacte toujours sur le reste de l'appareil. C'est beaucoup plus le constat que ce qu'il attendait, le Premier ministre Ousmane Sonko avait des attentes lorsqu'il a désigné Diomaye Faye comme candidat. Et certainement, ses attentes étaient qu'il se comporte selon les directives du parti qui a à sa tête Ousmane Sonko. Et on a vu que les premiers pas de Diomaye Faye étaient en parfaite harmonie avec cette vision-là. Il n'a pas attendu, avant de parler de Premier ministre, avant de se lancer d'accélérer le processus par rapport à la reddition des comptes, par rapport à tout ce qui avait déjà été fait. Et donc, on a vu cette dynamique-là. Mais lorsque les questions relatives à la société civile ont commencé par fait surface, les questions relatives à un certain nombre de décisions qui ont été prises. On a même entendu Barthélémy Diaz sur certaines chaînes dire que ce gouvernement est un gouvernement qu'il faille réellement mettre de côté aujourd'hui, qu'il y a déjà un ras-le-bol au niveau des populations. Et donc vous comprenez que cette situation est juste compréhensible dans le sens où
le plan d'action, pour ne pas dire le programme d'action du PASTEF, sur la base duquel Diomaye Faye a été élu, est un programme qui a été conçu par Ousmane Sonko en tant que tête de Probable candidat. Hein. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas ce programme qui est en train d'être déroulé concrètement. Oui, mais justement, sa façon de faire aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir fragiliser un peu l'institution présidentielle? C'est pas évident, mais c'est naturel que ça se passe comme ça. Ce que j'ai pensé, c'est ça. Je t'ai désigné pour que tu déroules cet agenda. Tu le fais parce que... Mais je dis, c'est les deux. Hein. Faye est dans son contexte. Sonko est dans le contexte de ce que le programme, tu vas le dérouler. Ça, s'ils ne se mettent pas en cause, s'ils ne se remettent pas en cause, les deux, pour continuer à faire comme ils avaient commencé par le faire au départ, ça va les emporter. Ça va emporter. L'un va faire les frais de l'autre. Bon, maintenant, qu'est-ce que le passé deviendrait au lendemain de ce crash? Je ne sais pas. Mais je crois, on a deux raisons. Deux, ne peut pas diriger un pays. Il va falloir que Sonko, puisqu'il n'est pas président, qu'il mette la balle à terre. La balle à terre pour se dire, attention, c'est lui le président, moi, Premier ministre, je reçois des ordres de lui. Et au niveau du parti, voir un peu comment ils vont fonctionner. C'est un peu ça. La politique, c'est encore ça. Mais c'est la carapace, la peau dure de Sonko ne leur permettra pas d'aller bien loin. Ceux qui ne sont pas encore allés bien loin, c'est ceux qui sont du côté de la Bosnie-Herzégovine également. 30 ans après le génocide, les plaies ont-elles cicatrisé? En 1995, la petite ville de Breznica a connu l'horreur dans la nuit du 12 au 13 juillet 1995. Oui, vous savez, ce sont des plaies qui ne cicatrisent pas, même si à l'extérieur on a l'impression que c'est cicatrisé. Rien que la vue de la cicatrice est un problème, mais la douleur est permanente. Et donc, c'est tout à fait logique et compréhensible que le pays, pour ne pas dire les personnes, hein, là, parce que quand je parle de l'état du pays, je ne fais pas allusion à l'entité, mais je fais allusion à ceux qui constituent cette entité-là, soient encore en train de vivre les douleurs et restent à l'affût de toute moindre étincelle qui pourrait raviver à n'importe quel moment les flammes. Alors, vous parlez de raviver. Certains estiment que ce génocide de 1995, qu'a connu le vieux continent européen, pour certains, c'était un échec, hein, et même une honte par rapport à l'impuissance des Nations Unies. Et s'il te plaît, je crois que tu avais parlé de pansement ou bien de cicatrisation de plaies liées à un génocide. Est-ce que le génocide allemand de Hitler est régulièrement aujourd'hui cicatrisé? C'est pas évident. Est-ce que le génocide rwandais est cicatrisé? Donc, il n'y a pas de cicatrisation possible. Le Rwanda, c'était en 1994, Breznica en 1995. Donc, voyez-vous, il n'est pas évident que cette affaire-là se cicatrise comme ça. L'histoire est là, l'histoire raconte. Et tant que l'histoire va raconter, les affres sont là, les gens vont toujours se dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ceux qui ont reçu des torts, ceux qui ont subi des torts par rapport à ce génocide. Donc c'est compliqué quand on parle de cicatrisation. Maintenant, c'est comment gérer ça, oui. Comment fonctionner pour que... Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer de dire que c'est quand même une honte pour... où on a vu l'impuissance des Nations Unies face à ce génocide. Les Nations Unies, et on continue de voir les bombardements de l'autre côté. Donc les Nations Unies, je ne sais pas, ils ont peut-être des intérêts à entretenir en dessous des feux. Je ne connais pas vraiment le diplomate pourra nous dire quel intérêt ils ont. Mais l'idée qu'on nous a vendue par rapport aux Nations Unies, c'est prôner la paix, c'est travailler pour la paix. Mais en dessous, qu'est-ce que nous observons? C'est de la désolation, une honte, de la honte. Je crois que c'est l'échec de cette institution-là dont vous parlez. Les Nations Unies. Alors, il y a certes eu massacre, on a vu tout ce qui a été fait, mais est-ce que pour autant les choses se sont arrangées de cette partie, de ce côté de l'ex-Yougoslavie, quand on sait quand même que la Bosnie-Herzégovine, d'un côté nous avons les Serbes, nous avons les Croates et nous avons les Bosniaques eux-mêmes. Oui, et c'est très important déjà d'attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas une plaie. C'est une amputation.
Et donc, il n'y a pas de cicatrisation constructive possible, même si ce qu'il faut faire, c'est une rééducation pour apprendre à vivre avec les nouvelles réalités. Et ça, c'est compliqué parce que il y a tout un ensemble d'éléments nécessaires pour l'atteinte de cet objectif. Et parmi ces éléments, c'est comme lorsqu'on parle de processus de paix, de justice et de réconciliation. La question, c'est est-ce qu'il y a eu justice ou est-ce qu'il y a justice? C'est quoi la justice? Qui définit la justice? Est-ce qu'il y a eu un processus pour rééduquer maintenant ces différents groupes qui ont, à un moment donné, qui se sont affrontés, qui en sont arrivés à se tuer? Parce que la rééducation implique un mécanisme qui, déjà au niveau des nouvelles générations, crée un cadre du vivre ensemble et de la volonté du vivre ensemble. Oui, parce qu'on peut rééduquer ces trois communautés, à savoir serbes, croates et bosniaques. Alors, c'est une probabilité qui existe, mais la faisabilité demande tellement d'efforts et d'éléments que le temps que cela devrait prendre est énorme. Il y a un facteur très puissant dans ce processus, c'est la décision et l'action des trois communautés dans une perspective de rééducation. Peu importe le programme de rééducation qu'on peut mettre en place ou concevoir. Ou de réinsertion. Ou de réinsertion. Si ces trois communautés, à leur propre niveau, qui sont les premiers concernés, ne décident pas de prendre part et de donner une chance à ce programme de rééducation, on n'aura pas de résultat. Et ce qui me permet aussi d'aborder la question des Nations Unies, pour continuer par marteler que on donne trop, ou on met trop d'espoir, ou on attend trop de ces institutions. On attend de ces institutions plus qu'elles ne peuvent donner. Parce que ce sont des institutions qu'on appelle organisations internationales, qui ne peuvent agir que dans la possibilité que confère l'État qui est membre de l'organisation. Et ces organisations sont limitées par un principe sacro-saint des relations internationales, qui est celui de la souveraineté des États. Et les États sont tellement jaloux de leur souveraineté qu'il y a une complexité autour de la capacité de ces institutions à pouvoir intervenir quand bien même les vies humaines sont menacées, malgré le fait qu'il existe des principes qui confèrent à ces institutions cette possibilité. C'est très complexe de pouvoir déterminer et même de pouvoir agir, parce que même quand vous avez pris la décision d'agir, il y a des contingents dont vous avez besoin pour former la force d'action. Et ces contingents sont fournis encore par les mêmes États qui sont concernés. Mieux, il y a le financement de l'action. Et le financement de l'action dépend encore aussi d'un certain nombre d'acteurs, et les plus les majeurs sont bel et bien les 5 du Conseil de sécurité qui ont leurs intérêts et qui sont purement à plein temps dans la géopolitique et la géostratégie. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Avlessi. Nous savons tous que la Bosnie-Herzégovine est née des accords de paix de Dayton, qui a hérité de la constitution la plus compliquée au monde. Est-ce que c'est ça qui justifie un peu la paix précaire que nous avons au niveau de ce pays qu'est la Bosnie, où nous avons 3 communautés, à savoir les Serbes, les Croates et les Bosniaques? C'est un facteur qu'on ne va pas exclure, mais c'est aussi que 3 communautés qui vont s'entendre. On dit dans notre patois ici, mais attends, Dobéa. 3 personnes vont se mettre ensemble pour s'entendre. Ça va être compliqué. Donc, mais il le faut quand même pour le bien des populations. Mais le génocide, là, qu'est-ce qui était le facteur déclencheur de ce génocide? C'est au détriment de quelle communauté qui viendra aujourd'hui dire, bon, moi, j'oublie de passer et allons-y. Je crois que c'est compliqué. C'est compliqué que 3 personnes qui se sont gérées de cette façon-là, où une communauté a dû chercher à décimer l'autre, ainsi de suite. C'est pas évident qu'ils parviennent à s'entendre pour dire, mais il faut la rééducation. La rééducation prendra le temps que ça prendra,
ce serait plus à notre... Ça fait quand même 30 ans. 30 ans, c'est on essaie de... 30 ans. Le facteur qui a engendré le génocide, vous ne savez pas depuis quand ça a commencé, pour qu'on en vienne au génocide. Donc, ce qui va, le facteur qui pourrait penser un peu, c'est cette amputation. Vas-y, pensez, l'amputation est là pour que les gens vivent avec. C'est sur le temps. Mais sur le temps, ça va faire les 3 personnes, 3 institutions, 3 entités qui vont cohabiter. Ça, je n'ai aucune garantie pour que cela prospère. Qu'est-ce que ça va donner? On finira peut-être par tomber encore dans un autre cercle de violence. Alors, lorsqu'on regarde un peu l'ex-Yougoslavie d'antan, on regarde un peu tout ce que la scission, les différents pays que l'ex-Yougoslavie a eu à créer, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Bosnie est le symbole oublié même du continent européen? Symbole oublié, pas forcément, mais ça reste un symbole pertinent qui mérite non seulement réflexion, mais qui mérite aussi l'attention de l'Europe, qui n'est pas forcément tournée aujourd'hui vers ce symbole-là. Ce n'est pas... la Bosnie n'est pas forcément d'actualité, parce que... Pourtant, ça devrait l'être, hein? Vous voyez, c'est justement la complexité du comportement des États sur la scène internationale. Les États ne sont pas guidés par l'humanité, par les émotions. Ils sont guidés par les intérêts. Et aujourd'hui, les intérêts sont en Ukraine, les intérêts sont au Moyen-Orient et les intérêts sont purement économiques parce qu'il y a une redéfinition des cartes. Donc, quand ils vont finir les aspects économiques et qu'il y a un peu de temps, ils vont regarder les aspects émotionnels ou du moins, ils vont s'intéresser à l'application de tout ce qui est dans les droits humains, les droits de l'homme, le droit international, lorsque il y a un intérêt majeur derrière. Mais une fois qu'il n'y a pas d'intérêt majeur, on ne s'intéresse pas à la question. Vous savez, même en Europe, il y a des situations conflictuelles qui nécessiteraient toute une attention. Mais on a vu ce qu'a suscité la situation en Ukraine. Et pourtant, cette situation de post-génocide en Bosnie-Herzégovine existait bien avant la question de l'Ukraine. Mais on n'a pas eu la même mobilisation, que ce soit en matière d'attention, en matière de financement, pour que ça s'implique réellement, ce processus de rééducation, pour qu'on en arrive à quelque chose de constructif. On n'a pas eu la même implication. Donc, il y a un problème entre ce qui est attendu du comportement des États et ce qu'est le comportement des États. C'est une question de relations internationales et de droit international. Les États sont en permanence, lorsqu'il y a un conflit entre le droit international et les relations internationales qui impliquent les rapports de force, ils sont en permanence dans les rapports de force et d'intérêt. Donc voilà un peu la problématique majeure qui explique le comportement de ces États-là vis-à-vis d'un certain nombre de problèmes qui, pour nous, humains, on se dit, mais ça devrait normalement captiver toute leur attention, mais eux ne sont plus forcément dans la dimension humaine. Alors justement, il est vrai que l'ombre du génocide continue quand même de planer sur la Bosnie-Herzégovine, mais certains analystes estiment qu'à ce stade aujourd'hui, il serait véritablement impossible de parler de réconciliation. Morgan a dit quelque chose sur lequel je pense revenir pour répondre à ta préoccupation, c'est que au niveau des États, il n'y a que les intérêts. Oui, géopolitique, géostratégie, tout ça, c'est les intérêts qu'on cache à travers ces vocables. Et donc, parce que vous vous rappelez, l'Allemagne a fini par attaquer l'Union soviétique, malgré l'accord de non-agression qu'il y avait entre eux, et les pays baltes sont partis. Et tout ça, c'est des facteurs qui sont à la base, qui sont là, qui ne sont pas oubliés. Ni par l'un, ni par l'autre. Et tant que ça va continuer comme ça, on va continuer de dire oui, géostratégie, géopolitique, je concède aux diplomates d'utiliser. mais ce qu'il a fini par dire, c'est les intérêts. Ouais. Quels intérêts chaque État aurait à faire quoi? Sans dire à l'autre, voilà, c'est par rapport à ces intérêts-là que je... Donc, c'est compliqué d'être à la place de mon ami parce que là, dans les négociations, on sait ce qu'on veut, on n'en parle pas et on met tout dans stratégie géopolitique, travaillons à construire la paix de façon réaliste, de façon humaine. Et ça serait meilleur pour nous, mais c'est compliqué. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de l'Ukraine. Hein. On sait que la guerre en Ukraine a quand même rabattu les cartes du côté de l'Europe.
Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que cela peut avoir un impact quelconque ou même permettre aux acteurs politiques bosniaques de nourrir quelques velléités? Ça, c'est la première question. Et puis, le deuxième volet de ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on devrait à nouveau craindre qu'il y ait un brasier du côté de la Bosnie? Il faut dire que la crainte du brasier devrait être permanente parce que il n'y a pas encore eu suffisamment d'action pour enlever l'envie de reprendre les hostilités à ces communautés-là. Il y a eu des actions qui font que les communautés sont tenues de se contenir. Mais l'envie de retourner aux hostilités est toujours présente. Donc, il y a ce problème-là. Maintenant, par rapport à votre première préoccupation, qui est de savoir est-ce que le contexte aujourd'hui international... permettre, oui, aux acteurs politiques bosniaques de nourrir quelques velléités. Il leur faut un intérêt externe. Vous savez, dans cette situation, on pense que c'est seulement les communautés sur le terrain. Mais il y a aussi des acteurs externes qui apportent un soutien nécessaire à l'une ou l'autre des communautés dans le déclenchement de ces situations-là. Et si vous creusez bien tout ce qui s'est passé pendant la période du génocide, il y a des acteurs qui ont été cités. On a parlé entre-temps des États-Unis qui avaient une certaine implication, on a parlé d'autres acteurs. Et donc, si aujourd'hui ces acteurs décident encore d'apporter le soutien nécessaire, on peut se retrouver facilement dans un autre foyer d'hostilité. Et c'est ce qui s'est passé ailleurs. Vous voyez même le comportement d'Israël. Israël agit parce qu'Israël a un approvisionnement en matière d'armement, de logistique, militaire. Voilà. Donc je pense qu'il y a ces facteurs externes qui comptent. Et aujourd'hui, la dynamique est que si jamais l'un des acteurs a un intérêt quelque part, ça part en fumée ou ça part en feu. Pourquoi? Parce qu'il y a un repositionnement partout. Chacun essaye d'identifier ses intérêts et d'investir dans ses intérêts. Donc, pendant que la Russie a su gérer ses intérêts, vous voyez les États-Unis qui n'ont pas ménagé d'efforts pour que l'Iran se retrouve dans les conditions où l'Iran se retrouve aujourd'hui. Israël n'a pas ménagé d'efforts. Même quand vous venez en Afrique, vous regardez ce qui s'est passé au Soudan, vous comprenez que le Soudan, tel en tant qu'État, n'a pas forcément les ressources nécessaires pour financer la logistique militaire pour tenir tout ce temps de conflit. Mais on les a vus tenir. On sait qu'il y a des implications externes et qu'il y a des intérêts là-bas. Donc je pense que c'est une question d'intérêt, comme on l'a déjà dit, mais c'est surtout l'implication des acteurs externes qui pourraient embraser encore un foyer de l'autre côté de la Bosnie. Alors, vous parlez d'intérêt, ça nous amène tout droit du côté de l'Iran. La Troïka européenne mise en garde par Téhéran concernant l'accord sans enregistrement de son nucléaire. L'Iran est prêt à reprendre les négociations. Annonce faite par le ministre des Affaires étrangères. Vous aviez parlé de Troïka. J'ai dit tout à l'heure que dans ma langue, il n'y a pas d'entente à trois. Ça n'existe pas, ça ne prospère pas. Et donc, ce qui se passe là, la guerre, c'est les intérêts. Ouais. On revient toujours à ça, à l'interne comme à l'externe. À l'externe pour les gens qui tirent les ficelles derrière. Et tant qu'on ne va pas travailler à construire des mondes, des nations plus humaines, on aura toujours, on sera dans le cercle vicieux des violences qui reviennent. On va trouver à monter une communauté contre l'autre parce qu'à l'externe, il y a des intérêts que quelqu'un est en train de défendre. Je ne sais pas, il va falloir que chaque communauté se dise, lorsque il y a des intérêts que je suis en train de nourrir là, ou l'autre est mon rival, le mieux c'est qu'on ait des voisins entendants, qu'on essaie de voir. Mais quand on se laisse manipuler par les... Parce que c'est l'extérieur toujours, surtout, qui allume les feux. Okay. Qui allume les feux, qui les entretient. Et puis après, c'est eux qui viennent jouer au pompier. Alors, je me retourne vers vous, Morgane. Vous êtes consultant en géopolitique. Alors, lorsque vous scrutez, lorsque vous analysez avec votre regard que nous, forcément, journalistes, n'avons pas, actuellement, lorsqu'on parle du nucléaire iranien,
qui dispose, qui a toutes les cartes en main? Est-ce l'Iran? Est-ce les Occidentaux? Qui est en position de force aujourd'hui? Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, l'Iran s'accroche sur le fait que le président Donald Trump a quand même eu à déchirer l'accord sur le nucléaire. Oui. Qui est en position de force? C'est clair que ce n'est pas l'Iran. Et les Iraniens vous diront non, hein, qui sont en position de force. Hein. Bon, vous savez, quand vous avez une position de force, tout dépend de ce que vous mettez dans la force. Position de force, ça signifie qu'on est en position de pouvoir quand même faire en sorte que sa volonté à la table de négociation occupe ne serait-ce que les 70% des conclusions. Mais aujourd'hui, quand vous regardez l'état dans lequel se retrouve l'Iran, ça va être compliqué. Même si l'Iran a quand même sa largesse de négociation sur un certain nombre d'acteurs. Et vous avez cité ces acteurs-là déjà, les acteurs européens. L'Iran peut parler et exprimer ses intérêts. Mais quand vous revenez dans l'autre partie, qui est l'acteur américain, dans la dynamique même d'Israël, on a vu ce qui s'est passé. Il faut comprendre ici que le nucléaire iranien, selon la plupart des mises en relief du contenu de ce nucléaire ou de cet enrichissement, n'est pas de nature à pouvoir inquiéter qui que ce soit dans le système international aujourd'hui. Ouais, alors, mais comment est-ce que vous analysez donc cette mise en garde de Téhéran par rapport à cette troïka, à savoir la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni? C'est une façon de leur dire qu'aujourd'hui, certes, l'Iran se retrouve dans des conditions difficiles par rapport à son enrichissement, parce que tout ce qu'on a eu comme bombardement a freiné les ardeurs de l'Iran, mais que l'Iran n'abandonne pas son projet. Et qu'il faudra mettre beaucoup sur la table pour que l'Iran revoie son projet. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ouais. L'Iran ne veut pas abandonner son projet d'enrichissement. Ils ne sont pas à genoux complètement. Ce n'est même pas une question d'à genoux. Même s'ils étaient totalement à plat ventre, la dynamique d'enrichir le nucléaire pour l'Iran est un mécanisme d'existence, pour ne pas dire de survie. Parce que quand vous regardez la zone stratégique, l'Iran a une façon de voir qui est assez différente de la plupart des acteurs. C'est-à-dire, si l'Iran était la Russie, l'Iran va dire que tous les autres acteurs constituent une menace existentielle pour l'Iran. Vous avez vu comment la Russie a justifié sa dynamique vers l'Ukraine. Elle a estimé que le fait que l'OTAN soit aux portes. Oui, et que c'est une menace. Et si on doit tenir compte de la situation de l'Iran, l'Iran est menacé de toutes parts, de façon existentielle. Et donc, la seule capacité de dissuasion que l'Iran pourrait avoir, c'est ça l'autre aspect du nucléaire. C'est la capacité à dissuader l'autre qui assure une destruction mutuelle. Mais aujourd'hui, l'Iran n'a pas cette possibilité, mais le simple fait qu'on a en tête l'idée d'un probable enrichissement jusqu'à l'atteinte du nucléaire fait que certains acteurs réfléchissent à plusieurs reprises avant de s'attaquer à l'Iran. Et c'est tout, objectivement, lorsque vous regardez les différentes études, les rapports qui ont été faits sur le processus d'enrichissement du nucléaire de l'Iran, on a comme impression, lorsqu'on interprète tous ces résultats, que l'objectif n'est pas forcément de porter atteinte, de nuire. Ben, l'objectif, c'est de s'assurer que l'Iran survive dans ce contexte géostratégique et géopolitique très délicat où l'Iran est attaqué pratiquement de tous les côtés. Alors, je me retourne vers vous avant de revenir vers Morgane, avant de mettre fin à notre émission. En quoi le retour de la snapback peut faire plier l'Iran? Parce que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne continuent de brandir d'éventuelles menaces économiques. En quoi cela pourrait faire plier l'Iran? Bon, je ne vois pas vraiment la matière, en quelle matière qui ça pourrait se faire plier l'Iran, parce que l'Iran, c'est des intérêts, on l'a dit, on répète, quel intérêt l'Iran a à se laisser faire comme ça?
un petit, votre enfant, même si ce n'est pas votre enfant, si c'est votre enfant, il se soumet. Mais quand c'est un enfant d'autrui qui fait mal, que vous voulez frapper, il réagit. Et vous n'en sortez pas comme vous êtes allé. Et donc, ceux qui savent qu'il est Iran, c'est vrai, c'est pas grand, c'est pas... Mais qui dit, je veux, si vous tentez ça, vous allez subir des contre-coups. Et personne n'est prêt à subir de contre-coups. Donc, on veut aller facilement. Ça fait que faire plier, c'est pas possible. C'est l'existence de l'Iran qui se joue. Je ne veux pas me laisser frapper impunément. Tenter, je vais réagir. Et ça aussi, c'est la posture de l'enfant que vous trouvez dans la rue, que vous agressez. Amon, viens, tu vas voir. C'est déjà ça, cet élan-là. Et chaque État doit pouvoir être sur la défensive en ces termes. Travailler à être un peu autonome, à dire à l'autre, je suis certes petit, mais si tu tentes, tu auras piment. C'est très important que nos États africains travaillent déjà à être plus autonomes pour dire non à certaines choses. Tant qu'on n'en serait pas là, à prendre exemple sur l'Iran pour dire nous sommes nous, on n'ira pas loin. Alors pour sortir et mettre un clé sur le paillasson cet après-midi, pourquoi selon vous Téhéran insiste sur les pourparlers? Il explique que oui, pour les pourparlers, mais que ces pourparlers devraient uniquement être portés sur le nucléaire et pas sur la capacité militaire du pays. Oui, l'Iran a raison d'insister sur les pourparlers parce que Téhéran a besoin des pourparlers pour se reconstituer. Vous savez, c'est un peu comme le Hamas, à un moment donné, a dit on est prêt pour négocier. Et c'est un peu comme l'Ukraine, qui a compris à un moment donné que bon, la négociation s'impose. C'est important pour Téhéran d'aller vers les pourparlers. Maintenant, les pourparlers doivent se dérouler de quelle manière pour que Téhéran puisse avoir l'opportunité d'exister, de survivre dans ce contexte-là. Parce qu'il faut rappeler que Israël saisit l'opportunité par le biais de l'offensive de son Premier ministre pour mettre à terre toutes les puissances de la sous-région qui constitueraient des compétiteurs en matière de cette course de positionnement stratégique. Aujourd'hui, l'Iran est pas l'Iran, Israël est très proche d'être la seule puissance du Proche et du Moyen-Orient. Et ça a un coût. Maintenant, qui est-ce que ça arrange? Oui, mais pourquoi est-ce que l'Iran ne veut pas qu'on touche à sa capacité militaire? D'accord pour le nucléaire, oui, je suis d'accord pour les pourparlers, mais au cours des pourparlers, on ne parle pas de ma capacité militaire. Mais simplement parce que le militaire est d'abord l'élément de mesure de puissance de base. Et le nucléaire vient renforcer le militaire. Donc, sur le plan militaire, déjà, l'Iran fait l'Iran a du poids, comparé à plusieurs structures ou plusieurs entités étatiques. Maintenant, sur le plan du nucléaire, c'est la seule chose aujourd'hui qui empêche l'Iran de parler avec plus d'autorité. Regardez le Pakistan. Le Pakistan, c'est un petit bout, mais l'Inde, c'est un grand bout et on connaît le conflit entre le Pakistan et l'Inde par rapport au Cachemire. Qu'est-ce qui fait que l'Inde ne se décide pas un beau matin de prendre le Pakistan? La capacité militaire. Et nucléaire. Surtout nucléaire. Parce qu'en matière de capacité militaire, l'Inde a une capacité militaire qui naturellement peut mettre fin rapidement au Pakistan. Mais l'Inde sait que si jamais l'Inde se lance dans une offensive terrible vis-à-vis du Pakistan, la garantie que les deux États partent en fumée est assurée à cause du nucléaire pakistanais. Et donc, quand vous avez autour de vous des entités étatiques qui souhaitent autant vous voir détruits, vous avez besoin disparaître, vous avez besoin d'avoir un outil de dissuasion. Et c'est cet outil-là qui semble être nécessaire pour l'Iran. Et c'est pourquoi l'Iran ne veut pas qu'on touche déjà aux militaires, mais surtout ne tient pas à ce qu'on l'empêche quand même d'avoir du nucléaire.
Voilà, chers amis internautes, c'est avec cette intervention du consultant géopolitique Morgana Sogba-Metonji que nous mettons en terme à notre émission Le Monde en 52 minutes de cet après-midi. Nous sommes allés au Sénégal. Nous avons fait une escale du côté de la Bosnie-Herzégovine et nous avons terminé par l'Iran. Pour ça, j'ai reçu pour vous Mathieu Abdessi, acteur politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Tatiana, c'est moi vraiment. Il était également avec nous, Morgana Sogba-Metonji. Merci. C'est un plaisir. Toute l'équipe de production vous remercie de nous avoir suivis. Choisissez toujours ESAE Télévision pour décrypter toute l'actualité internationale. Merci, au revoir, bye bye.